En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation et vraiment très heureux d'être avec vous tous et vous toutes ce soir. Donc, on va démarrer par la première question que tu as choisie et qui était: quelle est ta vertu préférée? Voilà. Bon, alors j'espère que ça va pas être trop perché, hein, mais non, et puis cette question, elle est chouette. Moi, ce qui me venait spontanément et je trouve qu'il est un enjeu pour moi et pour notre temps, même si c'est pas forcément une vertu très réglementaire, c'est la liberté. En fait, une des choses pour laquelle j'ai pris vraiment, moi, conscience, même d'un point de vue anthropologique, c'est le fait que, en fait, dans notre relation, dans notre connexion à l'autre, en fait, anthropologiquement, soit je suis connecté, soit je suis déconnecté. Et en fait, cet état de perte de la relation à l'autre aussi crée mon état de manque de liberté dans la rencontre. Voilà. Et du coup, pour moi, en fait, la liberté, elle est donc avoir cette capacité à être unifié intérieurement pour être libre, permet une forme d'indifférence au sens pas je laisse filer, mais au sens quelque part, je ne cherche pas mon intérêt à moi, mais je cherche en fait à ce que, ma propre raison d'être se déploie de la meilleure manière, et puis celle de celui avec qui je suis puisse s'exprimer de la meilleure manière. Et ça, en fait, ça ne se, voilà, ça dans ce que mon expérience, dans mon parcours, cette question de la liberté personnelle, elle est fondamentale. On parlait de courage aussi tout à l'heure, elle est aussi à l'origine du courage. Enfin, elle est voilà, un peu pierre angulaire de beaucoup de choses. Question suivante qui est un petit peu dérivée de Proust, c'est: quel est ton kilomètre préféré? Quel est mon kilomètre préféré? Alors là, on monte en altitude, on est venu à cette question. Nathalie, elle m'a fait poser de ces questions. Euh, En fait, en fait, tu le rappelais en introduction tout à l'heure. En fait, dans mon parcours professionnel, j'ai d'abord été donc dans une grosse boîte et puis à un moment, j'ai quitté pendant un an. On a parti faire euh, vraiment au calme, à l'écart, avec mon épouse, avec nos enfants, un temps de projet familial, personnel. En fait, c'était en 2012. Et quand je suis revenu, en fait, c'était vraiment une époque assez importante où moi, il y a quelque chose qui m'a frappé en termes de, vous voyez, cette accélération dans laquelle on est aujourd'hui. En fait, on appelle parfois la grande accélération. Enfin, en fait, c'était vraiment perceptible, en fait, cette, euh, cette accélération un peu du temps. Et c'est vraiment ce qui m'a donné, en tout cas, de chercher euh, des, des moyens de prendre du recul, d'avoir cette bonne liberté par rapport à ce temps dans lequel et cet écosystème dans lequel on n'est pas toujours maître. Et, euh, et ça m'a donné de rencontrer un outil formidable qui s'appelle la marche du temps profond, The Deep Time Walk, que certains connaissent, en fait, qui est une marche de 4,6 km. Alors, on se rapproche de la question, hein, Nathalie, je veux pas te... Et 4,6 km pour les 4,6 milliards d'années de la création, le temps géologique de la création de la Terre. Et alors, cette marche, elle est assez passionnante parce que du coup, vous voyez, donc un pas, c'est 1 million d'années, vous avez compris. Donc on peut faire ça n'importe où, parfois dans Paris, parfois en forêt. Et donc les 100 premiers mètres, par exemple, c'est l'apparition de la Lune au bout de 100 millions d'années, etc., etc. Bon. Et puis, en fait, il y a une période dans ce processus-là qui s'appelle The Boring Billion Years. D'un point de vue géologique, c'est 1 milliard d'années, donc 1 kilomètre, où d'un point de vue géologique, il se passe un peu rien, et les géologues disent que c'est un peu une période ennuyeuse. Et, et ça se passe, pour la petite histoire, c'est 2,8 milliards d'années, entre 2,8 et 3,8. Et moi, j'ai bien aimé, et maintenant je le redonne aussi, une lecture de cette période. Donc cette période, elle est d'un coup, certain côté un peu ennuyeuse. Alors quand on fait la marche, eh ben, c'est un temps un peu de silence, vous voyez, où on est en fait même souvent invité, et moi j'invite aussi, quand j'ai cette occasion, à en fait prendre un temps plus d'intériorité, quoi, de recentrage, pas nécessairement papoter du dernier film avec son voisin ou sa voisine. Et quand j'ai fait la première fois avec Tariq Tchetchak, qui est en fait avec, à l'Institut des futurs souhaitables,
voilà, qui est grand, enfin, qui est voilà, une des grandes personnalités importantes de l'Institut sur toute sa dimension, notamment biomimétisme, recherche, voilà. Il nous invitait à lire cette période-là comme aussi étant une période de recherche et développement importante. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce milliard d'années, c'est le moment où, par exemple, apparaissent les cellules multicellulaires. Et donc, il y a toute une période d'itération, voilà, de tests dans cette période qui est assez, en même temps, passionnante, même si d'un point de vue géologique, il se passe, à l'échelle géologique, il ne se passe rien. Et je trouve que voilà, j'aime bien, donc du coup, pour renouer avec ce kilomètre préféré, euh, en fait, j'aime bien un peu ce contraste, un peu ce paradigme dans lequel on est souvent aujourd'hui aussi, c'est que dans cette grande accélération, un truc où il se passe plein de choses, enfin, comment laisser ce temps au vide pour que puisse apparaître une forme de vie différente. Alors, on a fait à l'espace avec le kilomètre, on va faire le temps avec la semaine. Et quel est ton jour de la semaine, le jour de la semaine que tu préfères? Apparemment, tu as une idée très précise de la chose. Ouais, alors le jour de la semaine, certains, ouais, le jour de la semaine que je préfère, alors pareil, moi du coup, surtout quand je parle un peu asynchrone, et asynchrone, ça tire des questions aussi d'outils. Enfin, il y a souvent deux entrées qui parlent quand je parle à des dirigeants, des managers, des personnes qui sont sur ces questions-là. La première, c'est dire, bon, bah, surtout dans les métiers un peu du savoir, on est quasiment tous au moins en hybride. On travaille de façon hybride. Et en fait, moi, c'est une des convictions de plus en plus fortes, c'est que pour bien travailler en hybride, il faut être capable de travailler en quelque part digital first. Alors, c'est un peu, excusez-moi, mais c'est un peu, je ne veux pas être jargonneux, mais en tout cas, être capable du coup d'aller sur des dynamiques, notamment asynchrone, avec du digital qui est clairement dans le assumé. Pour pouvoir, alors ça c'est hyper important, pour pouvoir aussi maximiser la valeur des rencontres synchrones et la valeur des rencontres réelles. Voilà. Ça, c'est une première clé. Et souvent, quand je pose la question, effectivement, moi, enfin, je ne sais pas vous, hein, mais on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais toutes les personnes à qui je dis, mais en gros, est-ce que tu es content de la façon dont le digital se passe? Est-ce que tes collaborateurs sont contents? J'ai rarement un grand oui. Et d'ailleurs, je suis tombé sur une étude récemment qui montre que les stats sont assez impressionnants. Et l'autre question, c'est, je lui dis, effectivement, est-ce que tu connais, est-ce que ça te parle le syndrome du lundi matin? Le syndrome du lundi matin, c'est quoi? Ben, c'est en fait, tu sais, tu fais un bon temps, tu as un séminaire, tu as un truc vraiment positif, tu as fait une fresque, tu as fait un atelier, tu as fait peut-être un séminaire, tu as parlé de ta raison d'être, c'est génial. Et puis tu reviens au boulot lundi matin, et puis tu te retrouves avec ta pile de 300 ou 400 mails. Et puis, poum, le quotidien qui te submerge et dans lequel, en fait, tu te dis, bon, bah, en fait, c'était sympa ce qu'on s'est fait la semaine dernière, mais c'est pas vraiment la vraie vie, back to business, quoi. Voilà. Donc, le syndrome du lundi matin, ma journée préférée, je sais pas. Mais en tout cas, si, c'est une belle accroche pour faire s'incarner ce sentiment un peu qui est, ben, je sens que j'ai des moments, j'appelle ça un peu des moments d'éternité dans le business, dans ma vie, avec des collaborateurs. Il se passe des trucs, quoi. Il y a des momentum. Et puis, l'effet, vous savez, back to business qui est un peu lourd sur les épaules, quoi. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle le syndrome du lundi matin. Du coup, là, c'est la question préférée de Lorenzo. Elle est spécialement pour toi, Lorenzo, et elle s'adresse par contre à Jean-Benoît. Quel est ton héros préféré? Puisqu'apparemment, ça t'avait inspiré. Quel est ton héros préféré? Ouais. En fait, alors, ce qui m'inspire énormément, c'est euh, alors c'est marrant, il y a Indiana Jones qui est sorti. Il aurait pu avoir les personnages de Star Wars. Et en fait, quand on avait effectivement derrière ce héros préféré, ce qui me plaît beaucoup, c'est le travail qui est à la source. Alors, vous connaissez peut-être, c'est assez, enfin, vous connaissez peut-être, mais sinon je vous raconte. Mais vous savez, Spielberg, il a en fait, quand il a écrit, excusez-moi, enfin, dans les années 70, le premier épisode de Star Wars, il avait fait un premier script. Et puis en fait, il a découvert les travaux d'un chercheur qui s'appelle Joseph Campbell, en fait, qui a écrit le monomythe, enfin, ce qu'il appelle le monomythe
de l'humanité qui démontre qu'en fait, dans tous les principaux mythes, les principales histoires de l'humanité, il y a un peu ce cycle, cet arc narratif qui est l'arc du héros et qui emmène en fait le héros alors, en gros, il y a trois grandes étapes dans ce voyage initiatique. Il y a un peu l'appel, le départ, l'appel à l'aventure, ensuite l'initiation où il y a des épreuves, où là, en fait, dans cette phase-là, eh bien, le héros découvre ce qu'il appelle l'élixir, je crois, enfin, le truc qui lui permet, donc la force, si on prend Star Wars, et un truc qui lui permet de revenir après le retour à la normale, différent pour transformer le monde de ce qu'il a appris. Voilà. Et donc j'aime beaucoup Campbell pour ça. Et alors après, pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce voyage du héros, quand je prends en fait un pas de recul, et on a un petit peu parlé quand je déroule, vous savez, donc mon histoire d'ailleurs, si je reviens sur mon histoire des 4,6 milliards d'années, en fait, quand on zoome sur, alors donc vous savez, ce qui est sympa sur cette marche des 4,6 milliards d'années, c'est qu'à la fin, en fait, il y a le bras, un bras, c'est à peu près 1 mètre, puis en fait, on dit, bah, l'homme, il est apparu globalement là, et puis l'Holocène, donc l'homme, vous savez, de l'agriculture, hein, à partir du moment où le climat s'est stabilisé et a amené ce développement que qu'a connu les époques, l'industrialisation, enfin, les révolutions qu'ont connues l'humanité, en fait, c'est l'ongle, et puis l'homme industriel, c'est la raclure de l'ongle, hein, globalement, hein, c'est ça l'histoire, voilà. Et, euh, et dans cet Holocène, euh, en fait, il y a eu des étapes initiatiques. Par exemple, dans ces ruptures, les intelligences collectives, au départ, c'était des intelligences en essaim, donc type, vous savez, les bancs de poissons, les étourneaux, même s'il y a beaucoup d'intelligence, hein, mais c'est des groupements en essaim, c'est ce qu'on appelle, c'est un premier type d'intelligence collective. Et Homo sapiens, il s'est démarqué de ça parce que lui, il a créé une intelligence de groupement. Et l'intelligence de groupement, bah, c'est les tribus, en fait. Et ce qui a fait que Sapiens, notamment, a exterminé d'ailleurs tous les autres, c'est qu'en fait, il a réussi à s'organiser en groupe et ce qui a fait sa force, en fait. Et ça, alors ça, c'était avant l'Holocène, d'ailleurs. Sauf que ça, cette histoire-là, ça a des limites. C'est qu'en fait, on montre qu'au-delà de 90, 100 personnes, ça marche plus. Et avec l'Holocène, l'homme se fixe, il faut organiser la société et apparaît une troisième type d'intelligence collective, c'est l'intelligence pyramidale. Et alors, au sens propre comme figuré, c'est l'apparition des pyramides, l'organisation de la société et l'écriture. L'écriture qui est le début de la synchrone, parce qu'en fait, on peut transporter le savoir dans le temps et dans l'espace. Et après, bon, je vous passe, l'homme arrive. Et ce qui se passe, il y a un autre truc. Et ça, Lorenzo, d'ailleurs, tu avais dans le post LinkedIn, tu avais un peu réagi. Il y a un truc qui apparaît au pivot des années 2000, c'est l'intelligence holomidale, qui est cette forme d'intelligence qui est beaucoup plus neuronale, au sens où, en fait, donc, c'est toutes les parties, vous voyez, Reinventing Organization, etc., tout ça, c'est ce que vous connaissez par cœur aussi, excusez-moi d'ailleurs, hein, si j'en pense des portes ouvertes, c'est en fait ces connexions neuronales qui font que on apprend de façon beaucoup plus organique. Et quand on tire le trait, le problème et l'épreuve, pour reboucler avec la question, l'épreuve dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est allé de cette intelligence holomidale à quelque chose qui a été en fait justement instrumentalisé pour nous faire perdre notre liberté et qui nous a emmenés vers l'atomisation de la société avec les réseaux, les outils digitaux qui créent l'addiction. Et dedans, j'inclus Teams, j'inclus Slack, hein, qui sont très populaires. Mais tous ces outils qui, en fait, à force de notifications, nous font perdre, en fait, le sens de l'Internet et de la connexion type holomidale qui a permis de faire des Wikipédia, des Linux. Et effectivement, les systèmes, les informaticiens sont plus en avance là-dessus sur ces questions-là. Voilà. Et donc, l'élixir, eh ben, c'est en fait, c'est de remarier, de refaire trouver ce temps, enfin, de redonner cette liberté en ressortant d'une certaine perte de liberté des personnes pour retrouver l'holomidal pur et aller vers l'asynchrone qui nous permettent de faire fonctionner des groupes de manière autonome et, et voilà. Et donc, mon héros préféré,
Bah, je ne sais pas qui c'est, mais enfin, si c'est plutôt. Moi, s'il fallait que j'en cite un, ce serait peut-être Campbell, qui pour moi m'a permis d'avoir une clé de lecture intéressante. Du coup, ça fait un enchaînement parfait sur le don. Alors ça reste ma question préférée, le don de la nature que tu voudrais avoir. Du coup, là, ça va être plus rapide. Pour moi, si j'avais une baguette magique, c'est cette capacité à faire se relier les personnes. Voilà. C'est facile à dire, mais c'est plus difficile à faire. Donc, on peut le travailler, mais c'est créer ces liens. Et en fait, euh, je crois que c'est à la fois en fait, euh, dans cette création du lien, c'est vraiment ouvrir les regards à la différence et en fait la complexité et la compréhension de la complexité, ou au moins l'acceptation de la complexité, et puis et aussi ouvrir les cœurs au courage de la controverse, en fait. Une controverse positive, une controverse créative. Et donc ces deux éléments-là, effectivement, enfin, sont fondamentaux pour créer du lien. Et voilà, si j'avais la baguette magique, j'avoue que ce serait bien. Quel est ton rêve de bonheur? Voilà. Mon rêve de bonheur, ça aussi, c'est hyper simple. Moi, j'ai la chance d'avoir des enfants formidables, j'avoue que des enfants qui me diraient merci à la fin de notre pèlerinage commun sur cette bonne terre, et ben, c'est ça. C'est un bonheur simple, vous voyez, hein, ça me suffit. Merci beaucoup, Jean-Benoît. Là maintenant, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. J'ai vu deux, trois trucs passer dans la discussion, mais j'arrivais pas à tout suivre. Moi, j'espère que c'était Là pas trop maintenant, perché déjà, mais non, c'était. Enfin, après, tout dépend ce qu'on entend par perché, mais on t'écoutait très bien. C'était super. Et donc maintenant, vous pouvez poser vos questions. Comme dirait Olivier, ne vous bousculez pas. Olivier, t'as pas une petite question en stock? Moi, je veux bien... Pardon, Olivier. Non, non, vas-y, Lorenzo. Moi, je veux bien reposer la question que je t'avais envoyée dans un commentaire, je crois me ouais. souvenir, et que en partie, tu as repris tout à l'heure. C'est la relation entre ce qui est asynchrone et la stigmergie, Hmm. peut-être, si tu veux développer ça. Alors moi, je suis pas. Merci pour cette question. Mais merci. Et les articles sont super intéressants, en fait, que tu as poussé, effectivement. Mais fondamentalement, ce que j'aime bien, c'est que dans un des articles, ils recitent effectivement tous ces exemples open source de contribution. Et ils disent qu'effectivement, dans le monde moderne, la stigmergie, c'est exactement ça. C'est le mode de fonctionnement qui a permis à un Wikipédia d'émerger, à un Linux d'émerger. Enfin, PHP, enfin, tous ces logiciels open source, en fait, mais pas que, hein, mais ils sont assez emblématiques pour ça. C'est, on est à fond dedans. On est à fond dedans. Du coup, après, l'enjeu pour nous, je crois, enfin, c'est que ces exemples-là, c'est des exemples où il y a un fort, mais d'ailleurs, c'est illustratif, mais il y a un fort projet militant, quasiment. Il y a un fort ADN, un fort collectif qui unit le groupe. Wikipédia, c'est on y va les petits gars, on veut créer quelque chose qui nous permette d'organiser notre savoir. Linux, c'est pareil, c'est la volonté open source, et derrière, c'est quelque chose en fait qui est plus un peu associatif en fait, hein, à chaque fois. Et donc, l'enjeu, je crois, là, ce qu'on a, l'élixir là qu'il faut qu'on trouve, c'est d'arriver à déclencher ça sur des collectifs qui sont des collectifs privés, qui sont en besoin, hein, qui sont en attente, hein, de ça, mais pour lesquels bah, c'est exactement les mêmes, vous en avez sans doute parlé, mais le même type de frein qu'on retrouve dès qu'on parle d'entreprise un peu horizontale, hein. Ça veut dire, à la fin, c'est qu'il faut être capable de parler à un dirigeant et d'avoir une conversation pour argumenter, pour se dire, enfin, on peut y aller parce que c'est vraiment pour le bien et de ton entreprise et du bien commun. Merci, Jean-Benoît. Une autre question? Il reste encore une minute. Si je ne me trompe pas dans le prompteur. Alors,
Peut-être question toute simple, Jean-Benoît, comment tu vois justement que cette dynamique qui est aujourd'hui portée par une multitude de courants très opposés entre des gens finalement très volontaristes, voire un peu radicaux, des gens comme la plupart des facilitateurs, à la fois très portés sur ces sujets, en même temps très dans des approches individuelles, des grandes organisations finalement très résistantes au basculement. Et donc, est-ce que finalement, entre ces différentes formes, il y a un moment où tu entrevois une possibilité entre les modèles que je viens d'évoquer, peut-être entre d'autres, de basculement? Comment finalement, parce que tu l'as bien montré dans le basculement entre le paléolithique et le néolithique, il y a eu effectivement ces organisations agraires et puis pyramidales qui se sont organisées, qui sont devenues le phénomène principal. Et effectivement, tout ce à quoi on aspire et que l'on fait peut-être encore à petite échelle, sous quelles conditions ça peut basculer? Ouf. Pas obligé de répondre. Non, je pense que non, les questions, les conditions, elles sont en fait, elles sont là. Donc c'est plus je pense qu'elles sont là, c'est que les conditions, c'est qu'il y a un épuisement. Enfin, il y a quand même un constat de fatigue de différentes manières, hein. Mais dans les systèmes, il y a quand même quelque chose de ouais, un constat d'une forme de fatigue et d'un questionnement, mais assez large sur mais comment on va faire autrement. Après, il y a des énormes freins, notamment technologiques. Ça, donc du coup, c'est comment on désamorce ces questions-là. Parce qu'en fait, quand on est tous sur Teams et quand toutes les grosses boîtes notamment sont sur Teams, mais Teams, c'est un tue-l'amour sur ces questions-là, en fait. Il y a beaucoup de travail. Donc, une des questions et un des axes de travail, c'est comment on peut quand même travailler en harmonie avec les outils en place dans les entreprises. Mais en fait, le basculement, je pense que, alors paradoxalement, et ça, c'est des trucs que je creuse beaucoup en ce moment, en fait, l'asynchrone, en fait, permet d'aller beaucoup plus loin et profondément et verticalement dans la façon dont on creuse les sujets. Et en fait, aujourd'hui, avec pareil, alors c'est un peu plus dans l'économie du savoir, mais quand même, les histoires pas que les histoires, mais avec les questions qu'apporte l'intelligence artificielle dans l'évolution des métiers, l'asynchrone permet d'embarquer intelligemment, en fait, la valeur, en gardant l'humain qui pilote, la valeur d'outils comme l'intelligence artificielle. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est utile et intelligent à apprendre à utiliser pour pouvoir augmenter ou aider la synchrone à, à convaincre dans des collectifs entrepreneuriaux. Voilà. Il y a plusieurs exemples, mais par exemple, moi, en ce moment, j'essaye des choses assez intéressantes. Moi, typiquement, donc, alors, je ne vous ai pas détaillé les étapes moi, par lesquelles je passe, mais enfin, vous l'avez un peu deviné, moi, je démarre jamais une conversation avec un groupe sans, avec eux, avec soit une équipe dirigeante ou quoi, avoir fait atterrir une raison d'être. Quelle est notre raison d'être ensemble? Bon, moi, 99% des équipes ne le font pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on est ensemble, au-delà de nos spécificités techniques? Toi, tu es RH, tu es financier, tu es ci, tu es ça, mais notre raison d'être ensemble. Et en fait, ce travail de raison d'être, donc vous connaissez aussi sans doute beaucoup ça par cœur, c'est un travail de divergence puis de convergence. Et en fait, les apports de l'intelligence artificielle, par exemple, pour débiaiser cette démarche de facilitation, et ce qui est beaucoup plus facile en asynchrone, parce qu'on est forcément biaisé, hein, aussi bon facilitateur soit-on, on porte nos propres biais. Donc, quand on formule, donc typiquement dans le processus de facilitation, moi, je formule une pièce à casser, puis après, via un processus de pertinence en vie, le groupe itère pour aller converger vers une raison d'être finale. Et en fait, ici, la synchrone, quand on peut injecter de la synchrone et donc une démarche plus digitale sur ce type d'étape, eh bien en fait, ça permet aussi de faire des propositions beaucoup plus neutres et souvent extrêmement pertinentes qui font gagner au final en qualité. Donc voilà, donc c'est pas une réponse toute faite pour moi. Ce que je sens, c'est qu'en tout cas, il y a plusieurs facteurs exogènes qui sont une soif de plus en plus.
ça a toujours été comme ça, mais je pense quand même il y a une accès. Enfin, vous voyez, les absences pour congé de travail, enfin, les absences de travail, là, ça a augmenté de 30% d'une année sur l'autre. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'indicateurs qui montrent euh, un échauffement et beaucoup d'indicateurs qui montrent que l'asynchrone permet de gagner en résilience, de gagner. Alors, c'est beaucoup des mots qui sont populaires, mais qui sont vrais. Gagner en résilience, gagner en, en intelligence, gagner en engagement. Et donc, tout ça est vrai, en fait. Donc, tout mis bout à bout, je pense que, et avec cette histoire de l'intelligence collective qui est en train de changer énormément de choses et énormément de façon de fonctionner dans les entreprises. Enfin, il suffit de voir sur tous les métiers, justement, plutôt du savoir, mais enfin, les métiers de la création, par exemple, c'est colossal. Bon, donc du coup, c'est une occasion de travailler en disant, bon, ben, on va se poser, on va respirer un grand coup, et puis on va peut-être prendre une façon un peu différente de travailler. Merci beaucoup, Jean-Benoît. J'aime beaucoup ta synthèse. Finalement, la source du basculement, c'est pas une impossibilité, c'est une fatigue. Et une fatigue, les gens finissent par déserter un modèle pour aller en conquérir un autre. Parfaitement résumé. Nathalie. Nathalie, elle dit klaxon.